Bonjour, nous sommes ici pour une lecture du livre Vercingétorix. J'en ai une belle édition de Jean Marcal. Donc pourquoi je lis ce livre? Parce que déjà Jean Marcal, dont j'ai fait la lecture sur cette chaîne du cycle du Graal, m'a vraiment épatée par ce cycle du Graal, et que je pense qu'il est... Moi je connais déjà, j'ai fait beaucoup de recherches historiques si vous voulez, et généalogiques, et je trouve qu'il est important de connaître le vrai visage de Vercingétorix. Donc j'ai pas tout lu encore, je le relis au début pour vous en faire profiter. Bon, mes chiens sont un petit peu mal lunés. Bon, t'arrêtes, Popo. Popo, t'arrêtes. Bon, voilà, ça va être chiant. Donc, on va commencer par l'avant-pro. Je vais vous lire. Hop. Ouais, je suis au lit. Hein. Il fait froid. Et puis, c'est bien pour lire. C'est peinard. Donc, je vais vous lire l'avant-propos et l'introduction. Je disais aussi que je vais découvrir, parce que j'ai pas encore tout lu en même temps que vous, parce que moi j'ai déjà fait des recherches de mon côté, mais je pense qu'on peut assez se fier à cet auteur. Dans le cycle du Graal, j'ai vérifié beaucoup de ce de tout ce qu'il raconte, et maintenant je le lis les yeux fermés. Les yeux fermés, non. Enfin, je n'ai aucune méfiance à avoir envers ce type, quoi. Jean Marcal. Donc, avant-propos. Parmi les héros innombrables de l'histoire nationale française, Vercingétorix est certainement le plus célèbre. Arrête. Est certainement le plus célèbre et aussi, paradoxalement, le moins connu. Cela tient au fait qu'il est présenté comme un symbole avant d'être défini comme un personnage qui a vécu l'une des plus grandes épopées de l'Europe occidentale. D'ailleurs, le passage de Vercingétorix dans la chronologie est assez surprenant. On ne le voit en pleine lumière que pendant l'espace de 9 mois, et encore ne l'est-il que grâce au récit circonstancié de celui qu'il a le plus vivement combattu et finalement vaincu. Dans ces conditions, il est tout à fait normal que le chef gaulois ait été si longtemps oublié dans les histoires de France. Il était largement éclipsé par Clovis, à l'avènement duquel on faisait remonter l'origine de la monarchie française, ce qui est faux. Ce n'est pas Clovis, le premier roi de la monarchie française. À cela s'est ajoutée la confusion entre Gaulois et Francs. Comment un pays qui porte le nom des Francs pourrait-il prétendre descendre de Gaulois barbares que les Romains ont heureusement contribué à civiliser? De toute façon, il ne pouvait être question de reconnaître à la Gaule de Vercingétorix d'autres qualités que la bravoure. La civilisation, on le sait, est toujours à sens unique. Elle vient de la Méditerranée. Il n'est pas étonnant non plus de constater que Vercingétorix a été considéré pendant longtemps comme un mythe. Nous verrons que, dans un certain sens, il n'est pas un mythe, mais incarne un mythe. Voilà, ce qui n'est pas la même chose. Il faut lire la définition de l'une des éditions du Larousse universel du XIXe siècle. Vercingétorix, magistrat suprême chez les Gaulois. Les Romains ont pris ce mot pour un nom propre et l'ont appliqué à un personnage illustre dont le nom est resté inconnu. La mention de personnage illustre inconnu fait évidemment sourire, mais il faut reconnaître que les historiens du XIXe siècle n'étaient pas toujours bien familiarisés avec les usages gaulois concernant les surnoms. Car Vercingétorix est un surnom qui dit fort bien ce qu'il veut dire. De la même façon que le célèbre orateur romain Cicéron porte un cognement signifiant pois chiche. Et le surnom de Vercingétorix n'a été porté que par un seul homme,
celui que nous voyons apparaître au cours de l'année 52 avant notre ère. C'est Amédée Thierry qui, en 1833, a le premier rendu justice à Vercingétorix et les historiens du Second Empire, à la suite d'Henri Martin, ont fait le reste. Ce reste, nous le voyons dans les manuels d'histoire à l'usage des écoles laïques, car la République avait besoin d'un héros. Si la monarchie pouvait se vanter d'être héritière du grand Clovis, il fallait bien que... J'aime pas Clovis. On en reparlera plus tard. Il fallait bien que les républicains se trouvassent un ancêtre... J'aime pas non plus les républicains. Il fallait bien que les républicains se trouvassent un ancêtre digne de la liberté qu'ils prônaient et qui fut de beaucoup antérieur au chef franc. C'est dire que Vercingétorix allait trouver sa revanche grâce aux instituteurs publics. Cela allait conduire plus loin encore, car après la publication en 1901 du premier ouvrage sérieux sur le vainqueur de Gergovie, le personnage de Vercingétorix devint, par la force des choses, le symbole du nationalisme français le plus exacerbé. N'était-il pas le grand résistant, le grand chef qui refusait l'asservissement imposé par les voisins, et tout le monde de contempler la ligne bleue des Vosges. Après avoir bien servi la République laïque et radicale, Vercingétorix allait maintenant servir les revanchards ulcérés par la défaite de 1870, qui pourtant n'était guère suspect de républicanisme. Ainsi en est-il des héros de l'histoire. Parce qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, l'incarnation d'un mythe, ils sont récupérés par toutes les idéologies et servent à étoffer toutes les propagandes. Soyons objectifs. Vercingétorix est évidemment un symbole, le symbole du courage, de l'esprit d'indépendance, de la liberté. Le tout est de savoir ce qu'on en fait. Le pauvre chef Arverne serait quelque peu stupéfait s'il voyait le culte patriotique qu'il a contribué, par son image déformée, à consolider. Car Vercingétorix a vécu au 1er siècle avant notre ère, dans une société qui n'était évidemment pas française, dans un contexte de civilisation qui n'était pas le nôtre, pas plus qu'il n'était celui des Romains. Bon, un peu quand même. Faut savoir que les Romains et les Gaulois s'entendaient bien avant que Jules César... ils étaient en commerce. Cela, on ne l'a jamais mis en évidence. Vercingétorix ne peut s'expliquer que par le contexte gaulois dans lequel il a vécu et agi. Ignorer cet aspect pour le moins élémentaire du problème, c'est s'exposer à faire du roman, ce qui n'est pas honteux en soi, mais qui serait plutôt gênant à la matière. Et puis, surtout, si l'on veut étudier le personnage de Vercingétorix, il faut s'efforcer dans la mesure du possible, et ce n'est pas facile, d'oublier que nous sortons d'un monde civilisateur gréco-romain et redécouvrir la mentalité gauloise afin de juger Vercingétorix d'après ses propres critères et non pas d'après les nôtres. Qui est Vercingétorix ? Cet ouvrage tente de répondre à cette question. Comme en dehors des communautaires de Jules César, nous ne disposons guère de sources historiques directes, des commentaires, en dehors des communautaires, n'importe quoi. Je commence à fatiguer, mais c'est pas grave. Donc je recommence. Comme en dehors des commentaires de Jules César, nous ne disposons guère de sources historiques directes sur le problème, force nous est de recourir à tous les documents en notre possession qui examinent la situation de la Gaule au 1er siècle avant notre ère, ainsi que ceux qui nous présentent quelques lumières sur la civilisation celtique. Après tout, les Gaulois n'étaient pas les seuls Celtes. Il y a eu les Bretons et les Gaëls d'Irlande. Il y a encore les Gallois, les Bretons armoricains et les Irlandais. Et ils ont gardé de leur passé des traditions, dont certaines sont fort archaïques et permettent de se faire une idée sur la façon dont vivaient les anciens Celtes. Alors pourquoi hésiter à se servir de toutes les sources d'informations ? Il suffit de les soumettre aux critères de la probabilité et de présenter des faits non comme des certitudes, mais comme des hypothèses. C'est pourquoi cet ouvrage présente une description des premières années de Vercingétorix,
alors qu'on ne possède aucun témoignage sur sa vie. Il paraît cependant probable qu'un jeune noble Arverne des années 60 avant Jésus-Christ a été élevé et éduqué comme tous les jeunes nobles des pays celtiques. Et pour cela, les documents ne manquent pas. On peut très bien les utiliser en insistant sur l'aspect analogique d'une telle démarche. C'est donc avec un parti pris délibéré de fouiller le plus profondément possible dans la vie probable, parce que, appuyé sur des analogies, que cet ouvrage a été écrit. Il n'était pas question de broder sur le thème de Vercingétorix sans recourir à une documentation qui permit sinon de le mieux connaître, du moins de cerner les différents aspects de son personnage. Nous verrons apparaître un homme et non pas une statue, car il n'y a rien de plus déplaisant que de rencontrer des statues dans les livres d'histoire. Elles sont figées, mortes à jamais, et elles peuvent être brisées ou renversées. L'homme Vercingétorix est beaucoup plus intéressant que sa statue. C'est un être humain, comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts, avec sa sensibilité et son intelligence. On pourra le juger comme on voudra, cela dépend de chacun, et non pas de celui qui essaie d'en tracer le portrait. Je ne veux affirmer qu'une seule chose. Sur le plateau d'Alésia, battu par le vent froid du nord, la grande ombre de Vercingétorix continue à hanter la nuit. Et elle hantera encore longtemps nos mémoires, à peine endormies, par l'engourdissement des siècles. Il faut que je note commentaire de Jules César. Hop. Introduction. Celtes et Gaulois. Une grande confusion règne dans les esprits lorsqu'on prononce le nom des Celtes et celui des Gaulois, car les deux termes ne sont pas équivalents. Les Gaulois sont des Celtes, mais tous les Celtes ne sont pas Gaulois, et l'affaire se complique si l'on considère qu'à l'époque de Vercingétorix, une partie bien délimitée du territoire occupé par les Gaulois était la Gaule celtique. De plus, à cette même époque, on trouve des Gaulois de façon sporadique un peu partout à travers l'Europe, en dehors donc de ce qu'on appelle la Gaule, et les écrivains de l'Antiquité gréco-romaine n'ont fait aucune différence entre les Gaulois et les Galates, après avoir confondu, par manque d'information d'ailleurs, les Celtes et certains peuples germains. Il importe donc de préciser la valeur de chacun des termes en présence, afin de faciliter la compréhension des événements qui ont marqué la conquête de la Gaule par les Romains, la disparition politique des Celtes et la grande épopée historique de Vercingétorix qui, lui, était un Gaulois de la Celtique. Pour nous, le mot gaulois désigne les différents peuples celtes établis dans les siècles qui précèdent l'ère chrétienne sur un domaine continental comprenant la France et la Belgique actuelle, la Suisse, la plaine du Pô, une partie de l'Espagne et l'Allemagne du Sud-Ouest. Par contre, les Galates sont le nom d'un peuple celte ayant fait souche en Asie mineure à la suite d'expéditions gauloises au IIIe siècle avant J.C., et dont les relations avec le monde grec ont été constantes et profondes. Or, il semble bien que Gaulois et Galates soient les variantes d'un même terme. Les Grecs employaient en effet pour désigner tous les Celtes indifféremment Keltoi et Galatoi, tandis que les Latins disaient Celtoe, parfois Celtici, et Galli. Une légende bien connue dans l'Antiquité, et colportée notamment par Diodore de Sicile, donne un héros éponyme aux Gaulois et aux Galates et fait ainsi remonter leur origine à d'obscures traditions concernant les géants. Intéressant. Jadis régnait, dit-on, un homme célèbre dans la Celtique, qui avait une fille d'une taille et d'une beauté sans pareille. Fière de ses avantages, elle refusa la main de tous ses prétendants, n'en croyant aucun digne d'elle. Or, dans son expédition contre Gérion,
Héraclès s'arrêta dans la Celtique et y construisit la ville d'Alésia. La jeune fille vit Héraclès et, admirant son courage et sa force extraordinaire, elle s'abandonna à lui très volontiers et aussi avec le consentement de ses parents. De cette union naquit un fils nommé Galatès. Arrivé à l'âge viril, il hérita du trône de ses ancêtres. Il conquit beaucoup de pays aux alentours et accomplit de grands exploits guerriers. Enfin, il donna à ses sujets le nom de Galates, desquels tout le pays reçut le nom de Galatie. Il y aurait beaucoup à dire sur cette fable, en particulier à propos d'Alésia, dont le mystère demeure, comme nous le verrons, mais il était coutumier d'expliquer par le nom d'un héros mythique ou divin les fondations de villes ou de nations. Oh non, je ne vais pas vous le dire ici. Mais bon. Le tout est de savoir si cette légende est gauloise ou si elle est grecque. Il faut noter que pour d'autres auteurs anciens, Timée notamment, Galatès est le fils de Polyphème et de Galatée. Il y a encore une référence au gigantisme, mais la récupération de Galatée était évidemment tentante pour les Grecs. Cependant, le mot gaulois a un sens. On peut rattacher Gallie ou Galatoi à une racine celtique attestée en irlandais et en gallois, Gal, qui signifie valeur, guerre, puissance, vent, chaleur. Dans ce cas, les Gaulois galates seraient des puissants ou des guerriers. Appellation somme toute bien commune et très vague concernant un groupe ethnique entier. Mais on peut également rapprocher Gallie et le moyen irlandais. Attendez. Et le moyen irlandais Gal, étranger. En breton moderne, le mot Gal existe et signifie en premier lieu étranger, en second lieu français. Dans ces conditions, les Gaulois galates seraient les étrangers, appellation ethnique également courante et qui serait une allusion au fait que les Gaulois étaient des envahisseurs aussi bien en Europe occidentale que dans les Balkans et en Asie mineure. Mais pour nous, le terme gaulois ne peut recouvrir le terme celte. Les Gaulois ne forment qu'une partie, sans doute la plus importante, mais pas la seule, d'un groupe ethnique beaucoup plus vaste et qu'on a pris l'habitude de nommer les Celtes. Ce nom de Celte n'a pas reçu jusqu'à présent d'explication satisfaisante. On peut y voir une racine indo-européenne, quelle, impliquant l'idée de lever, qu'on retrouve dans le latin Celsus et le lituanien Kelias, c'est-à-dire élevé, et qu'on peut remarquer en composition dans plusieurs mots du vieil irlandais. Mais on pourrait aussi bien discerner dans le mot celte une autre racine indo-européenne, quelle, signifiant frapper, repérable dans le latin calamitas, malheur, c'est-à-dire quelque chose qui frappe, et le lituanien kalti, frapper. Les Celtes seraient donc des hauts, allusion à leur stature, à leur taille, qui faisait l'étonnement des Grecs, ou bien des frappeurs, allusion à leur qualité guerrière, pas que tout le monde antique s'accordait à reconnaître. Frappeur, c'est aussi celui qui, le forgeron. Il existe cependant une troisième interprétation. On peut en effet comparer le mot celte à la racine du sanskrit karati, je circule, qui a donné le latin cultura et incola. À ce compte, les Celtes seraient les voyageurs, sens primitif, puis les habitants, lorsqu'ils se sont fixés quelque part après leur migration. Et il ne faudrait pas oublier non plus, puisque le nom des Belges se réfère à un terme celtique signifiant d'abord sac, puis pantalon bouffant, de comparer Sarwell, de comparer le nom des Celtes avec le kilt écossais. Mais cela ne nous donne aucune certitude. D'ailleurs, il serait plus éclairant de se demander qui étaient les Celtes et d'où ils venaient.
quand je fais Dring, ça veut dire, bah, en fait, des fois j'ai envie de rajouter des trucs, hein, parce que j'ai pas lu que ça. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler de... Non, t'arrêtes. Bon, c'est pas grave, on verra, ça reviendra. Les Celtes sont incontestablement... Ah oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que... Je pense pas qu'il en parle. Mais les Gaulois ont fait le sac... ont commis le sac de Delphes. Soi-disant. Arrête. Arrête. Ça suffit. Mais je pense, j'ai trouvé, je ne sais plus où, je crois que c'est un livre, un de mes livres préférés que je n'ai plus, qu'on a dû me voler. J'avais trouvé quand même une grande connivence entre les Delphiques, entre les prêtres du temple de Delphes et les druides, en vérité. Donc, je pense que le monde grec... Et certains druides de Gaule avaient vraiment une grande proximité et qui ne dataient pas d'hier. Alors, les Celtes sont incontestablement des Indo-Européens. Cette affirmation, appuyée sur des preuves, n'est pas d'une parfaite exactitude et ne va pas sans ambiguïté. Allô? Non, mais je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je vous rappelle dans une demi-heure. Ça vous va? Ah, d'accord. Non, mais... D'accord. Bah, ouais, vous m'expliquerez. J'y réfléchirai. Ouais, bah, je regarderai sur Internet. Bah, on regardera demain sur Internet. Bah, attendez, là, faut que je vous rappelle parce que j'ai un truc urgent. Je vous rappelle dans une demi-heure. Ok, ça marche, à demain. Bonne soirée. Donc, les Celtes sont incontestablement des Indo-Européens. Cette affirmation, appuyée sur des preuves, n'est pas d'une parfaite exactitude et ne va pas sans ambiguïté. Il ne peut en effet être question d'une quelconque race celtique caractérisée par un type morphologique déterminé. L'anthropologie n'a jamais retrouvé les traces de cette soi-disant race celtique. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'a retrouvé de race germanique. Et les descriptions données par les écrivains de l'Antiquité classique concernant les Celtes sont souvent vagues et contradictoires. Il semble qu'ils aient surtout été frappés par la haute taille des guerriers gaulois, d'où on en a conclu que les Celtes étaient grands. Cela ne veut pourtant rien dire. S'il est possible que les Celtes, en tant que Nordiques, aient été plus grands que les Méditerranéens, le témoignage ne vaut rien, parce qu'il s'agit de guerriers, et qu'en bonne logique, les combattants de n'importe quel peuple sont toujours choisis en fonction de leur taille et de leur force physique. Dring. Bah en fait, dans mon livre que j'écris sur les reines, dans l'introduction, je parle du fait que le Celte est une culture et que le Gaulois est un peuple. Voilà. Donc, de toute manière, moi, c'est ma synthèse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, quant à la soi-disant blondeur ou rousseur de leur chevelure, remarquée par plusieurs auteurs, elle est tout aussi suspecte. On sait que les Celtes se décoloraient et se teignaient les cheveux. D'ailleurs, les découvertes archéologiques et les observations qu'on peut faire de nos jours dans les territoires encore peuplés de Celtes font apparaître une grande diversité de types humains, allant du nordique grand et blond à l'alpin brun et trapu, en passant par l'atlanto-méditerranéen, sans oublier
les fameux bigoudins aux caractéristiques mongoles, ce qui ne prouve nullement leur origine asiatique. Bon, sauf qu'entre-temps, ça a été un petit peu prouvé. Le concept de race pure est une vue de l'esprit. L'évolution de l'humanité est le fait de guerres, d'asservissement de peuples, de migration de groupes sociaux, de fusion, ce qui suppose un grand mélange de types humains, contrebalancé, il est vrai, par l'apparition de caractères spécifiques dus aux influences climatiques et géographiques, ainsi qu'aux activités économiques. C'est d'autant plus vrai pour les Celtes que ceux-ci semblent ne pas avoir été particulièrement nombreux. Ils constituaient une élite religieuse et guerrière, riche d'une culture solidement définie et d'une technologie avancée, en particulier dans le domaine de la métallurgie, le fer, ayant envahi des territoires occupés par des populations en état d'infériorité culturelle et technique. Ils ont imposé à ces populations leur propre système de pensée et d'action, leur religion, leur langue, leurs coutumes, mais ils ne les ont pas éliminés, loin de là. D'ailleurs, ces populations autochtones n'ont pas été sans exercer une influence profonde sur les vainqueurs, et l'on peut dire que la civilisation celtique est le résultat d'une fusion harmonieuse entre les cultures indigènes, diverses et hétérogènes, sans aucun doute, et la culture celtique de tradition indo-européenne. D'ailleurs, j'ai commencé, vous pouvez y aller, la lecture d'Alexandre le Grand. Je la continuerai plus tard. Pour moi, ils sont en train de décrire Alexandre le Grand se comportait comme un Celte. Comme un Celte tel que Jean Marcal le décrit. Car on retrouve ici la marque indo-européenne, ne serait-ce que la langue celtique, et aussi la trace profonde dans les institutions de la répartition trifonctionnelle de la population, les druides et les guerriers celtes constituant les deux premières fonctions, les artisans et les agriculteurs d'origine indigène constituant la troisième fonction, celle de la production, sans compter la classe servile dont les origines et le statut ne sont pas très nets. Il est donc inutile de rechercher une race celtique qui n'existe pas, mais par contre, il est intéressant d'observer l'ethnie celtique, entité socioculturelle dont la réalité ne peut être niée. Cela dit, on retrouve la trace des Celtes grâce à l'archéologie, bien sûr, mais surtout grâce à la langue. De nos jours, des populations parlent encore des dérivés de cet ancien celtique, et l'on peut suivre leur évolution. Et puis, le celtique, comme le latin et le germain, appartient à ce groupe de langues qu'on observe sur un immense territoire qui va du Gange à l'est, à l'Atlantique à l'ouest. On peut donc supposer l'existence, en des temps très anciens et très difficilement datables, d'un groupe humain parlant une langue que nous nommons l'indo-européen primitif. Beaucoup de peuples donnent leur origine de Troie. Voilà. Les Francs, les Germains et d'autres, les Bretons, donnent, se disaient du moins, descendants des derniers Troyens. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas je ne sais pas s'il va en parler. Donc je dis ça parce qu'on peut estimer que les Troyens étaient peut-être des Celtes. Et puis le celtique, comme le latin et le germain, appartient à ce groupe de... Ah oui, oui. On peut donc supposer l'existence, en des temps très anciens et très difficilement datables, d'un groupe humain parlant une langue que nous nommons l'indo-européen primitif. Ce groupe ayant éclaté par suite de circonstances inconnues ou par suite d'une surpopulation,
des éléments ont essaimé et ont constitué d'autres groupes un peu partout, diversifiant leur langue au contact d'autres populations. Ainsi sont apparues les diverses langues indo-européennes modernes, qui ne prouvent aucunement l'appartenance à une race, mais seulement celle à un système socio-culturel. Il est permis de penser qu'à la fin de l'âge du bronze, un amalgame indo-européen se trouvait en Europe centrale, installé sur les riches plaines de l'Osse, cultivant la terre et élevant des troupeaux, perfectionnant la métallurgie et l'art militaire grâce à l'usage du fer. Cette mutation a dû provoquer un accroissement de population et il y a eu de nouveau un éclatement de différents groupes. Les Hellènes sont allés vers le sud, les Slaves et les Germains ont dû aller vers l'est et le nord, les Italiotes vers le sud-ouest et les Celtes franchement à l'ouest. Mais l'étude des langues celtiques révèle que cette migration des Celtes s'est produite en 2 temps. En effet, entre autres caractéristiques, un groupe de langues celtiques a transformé le que primitif de l'indo-européen en p, tandis qu'un autre groupe, dit groupe en q, l'a conservé. Le premier groupe, celui des Celtes en p, qu'on nomme brittonique, est le plus important mais aussi le plus récent. Le gaulois en faisait partie, et il se maintient de nos jours sous la forme du breton armoricain et du gallois, tous deux successeurs du brittonique insulaire. Par commodité, on peut donc qualifier les Gaulois, les Galates, puis les Belges et les Bretons insulaires du 1er siècle avant JC de Britons, bien que sur le territoire qu'ils ont occupé subsistent de nombreuses traces linguistiques du groupe en Q. Ce groupe des Celtes en Q, qu'on nomme goïdélique ou tout simplement gaélique, semble avoir été le premier à quitter le berceau indo-européen primitif. Il a été presque partout submergé par la deuxième vague celtique, la brittonique, mais il perdure encore de nos jours sous la forme de l'irlandais et de ses dérivés, le gaélique d'Écosse et le manx de l'île de Man. Quant à dater ces 2 migrations et à les faire coïncider avec les 2 civilisations observables archéologiquement, celle du premier âge du fer, dit de Hallstatt, et celle du second âge de fer, dit de l'Athènes, il n'y faut point songer, car les données sont complexes, voire contradictoires. On ne peut guère que supposer certains faits, certains événements à partir des enseignements de l'archéologie, et aussi des traces toponymiques qui jalonnent le parcours des Celtes. Un grand nombre de noms de lieux, villes, montagnes, fleuves ou lacs portant de nos jours des noms d'origine celtique incontestables. Si on prend le problème de l'arrivée des Celtes en Europe occidentale du point de vue de la chronologie, il serait vain de le prendre d'un point de vue historique. On a amené à souligner quelques dates approximatives. Sans entrer dans les détails concernant les peuples pré-indo-européens, ou dits tels, et les soi-disant proto-celtes, on est en droit d'affirmer que l'usage du fer s'est répandu en Europe à partir de moins 900. En moins 700, les premières tribus celtiques, probablement gaéliques, parviennent en Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande. En moins 600, on constate des contacts directs entre les Celtes des bords du Danube et les Grecs. Entre moins 600 et moins 400, s'opère la mutation culturelle que constitue le passage de la civilisation de Hallstatt à la civilisation de l'Athènes. Mais comme cette mutation ne s'est pas produite en même temps, ni partout, dans le domaine occupé par les Celtes, il serait difficile de dresser une carte précise de l'Europe de cette époque. Mais à partir de moins 400, on entre dans l'histoire, même si celle-ci conserve de nombreuses zones d'ombre. En effet, vers moins 387, les Gaulois de la Cisalpine font des incursions dans le centre de la péninsule italienne, battent les armées romaines et prennent Rome.
Un siècle plus tard, des Gaulois de diverses provenances envahissent les Balkans et passent en Asie mineure où ils fondent le royaume des Galates. En moins 200, la Gaule cisalpine est occupée par les Romains. En moins 133, l'Espagne celtique s'effondre avec la prise de Numance par les Romains. En moins 123, après la victoire de Marius sur les Cimbres et les Teutons, peuple indiscutablement germanique mais très celtisé, les Romains font de la Gaule dite narbonnaise, ou Togata, une province de la République. Vers moins 100, les Belges, sans doute pressés par des tribus germaniques voisines, émigrent en partie et s'installent en Armorique, surtout en Grande-Bretagne, et poussent même jusqu'en Irlande où ils sont absorbés par les Gaëls. Enfin, entre moins 58 et moins 52, c'est la conquête de la Gaule par les Romains et la disparition de la civilisation celtique continentale. Ce raccourci de l'histoire des Celtes met en évidence l'immense domaine qu'ils ont occupé à une certaine époque. Lors de sa plus grande extension, au IIIe siècle avant notre ère, une bonne moitié de l'Europe était celtique. Il y avait d'abord la Gaule proprement dite, comprenant la France, la Belgique et la Suisse actuelle, la péninsule ibérique, moins le sud-est aux mains des Carthaginois, et le nord-ouest occupé par les Basques, les Ibères et les Lusitaniens, l'Allemagne du sud-ouest avec la Bavière, le Bade et le Wurtemberg, ainsi que la région de Trèves, l'Autriche avec la Carinthie, la Styrie, la Haute-Autriche et le Vorarlberg, l'Italie du Nord avec la plaine du Pô et ses alentours immédiats, et enfin l'ensemble des îles britanniques. On peut ajouter à cette zone d'une incontestable densité celtique des îlots répartis en Bohême, en Hongrie, en Pologne, en Illyrie et en Asie mineure, la Galatie. Il ne faut cependant pas croire que cet étrange territoire a connu une unité quelconque. L'empire celtique n'a jamais existé que dans l'imagination de certains auteurs. Il s'agit d'un amalgame de peuples qui ont chacun leur indépendance ou leur propre réseau d'interdépendance. Les frontières entre ces... Je pense que la Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand était Philippe de Macédoine, est un très bon exemple. Les frontières entre ces différents peuples sont très floues. À plus forte raison, n'y en a-t-il pas de nettement établi entre les Celtes et les autres? Il n'y a aucun pouvoir politique commun, aucune sorte de fédéralisme, même si certains peuples prétendent à une hégémonie. S'il y a des relations économiques, elles se font dans le désordre et sans aucune volonté de coordination. Il y a pourtant des éléments communs à ces peuples dispersés et singuliers au sens étymologique du terme, mais ces éléments, à cause de leur valeur spécifiquement celtique, n'entraînent aucune cohésion véritable. Ce qui est commun, c'est la civilisation, avec des nuances locales, des coutumes ancestrales, une religion, le druidisme, et une langue, le brittonique, qui est répandue partout sauf en Irlande, où perdure le gaélique des Celtes en cul. Sur ces deux derniers points, les témoignages concordent parfaitement. Le druidisme, avec ses structures sacerdotales indo-européennes et ses diverses croyances résultant de la fusion avec les autochtones et la langue, la différence étant encore minime entre le gaélique et le brittonique, sont à cette époque le seul ciment de l'unité celtique. Il n'était pas dans la mentalité des Celtes de construire un État, ni de faire référence à un centre politique. La société celtique, d'après ce qu'on peut en savoir, a toujours été de type horizontal, préservant ainsi les libertés et prérogatives de chacun, un peu comme la société hellénique dispersée entre différentes cités rivales, à l'opposé de la société romaine de type vertical, où les rapports interindividuels s'établissent selon une hiérarchie très stricte.
Cela a fait l'originalité des Celtes, mais a eu pour conséquence l'élimination progressive de ceux-ci du jeu politique européen face aux prétentions centralisatrices des Romains puis des Germains. Depuis moins 200, date de la conquête de la Cisalpine par les Latins jusqu'en 1532, date du rattachement officiel de la Bretagne à la couronne capétienne, en passant par la mainmise sur l'Irlande par les Normands d'Henri II Plantagenet, l'histoire celtique est une longue suite de défaites, d'annexions et de récupérations. Il n'en reste pas moins vrai que l'arrivée des Celtes en Europe occidentale, leurs migrations successives, leur établissement, la valeur quantitative et qualitative de leur rapport avec les populations autochtones, les conditions réelles de leur vie quotidienne, tout cela surgit à travers un brouillard que nous avons bien de la peine à percer. En fait, la légende et l'histoire se côtoient si étroitement qu'il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. On dira qu'il en est ainsi pour l'origine de tous les peuples, mais c'est bien pire pour les Celtes. Ils n'ont pas utilisé l'écriture, pour des motifs parfaitement clairs, comme nous verrons, et n'ont donc pas écrit leur propre histoire. La conséquence est que les témoignages historiques sur ces époques lointaines sont dus à des étrangers, grecs et latins, qui n'ont pas toujours compris ce dont il s'agissait. D'ailleurs, si on pousse plus loin la réflexion en admettant qu'ils eussent écrit leur histoire, nous ne serions guère plus avancés, les Celtes n'ayant pas, comme les Romains, une conscience historique, mais comme les Indiens, une conscience mythologique. Dans ces conditions, il n'est pas possible de séparer l'événement vécu de l'événement fictif actualisant un mythe. Les auteurs latins et grecs nous ont laissé à ce sujet des relations quelque peu troublantes. C'est ainsi que les expéditions gauloises dans l'Italie centrale et vers Rome en moins 387, telles qu'elles sont relatées par Tite-Live, d'après les informations qu'il avait collectées, sont une véritable épopée fantastique. Ces expéditions sont-elles réelles ou sont-elles fictives? Probablement les deux. Il est certain que Rome a été occupée par les Gaulois, mais que dire de l'épisode des oies du Capitole? Que dire du chef gaulois Brennos, qui ressemble à un héros d'épopée galloise? C'est encore plus étrange pour ce qui concerne l'expédition des Gaulois en Grèce et à Delphes vers moins 287. Le chef gaulois s'appelle également Brennos et ses caractères mythologiques sont encore plus précis. Et s'il n'est pas douteux que les Gaulois sont passés par la Grèce avant d'aller s'établir en Asie mineure, l'épisode de la prise de Delphes et les phénomènes surnaturels qui se déroulent alors sont du domaine du mythe. Pas forcément. Parce que, en fait, il faut savoir qu'Alexandre le Grand, dans son épopée, a aussi vécu des événements hautement surnaturels. On en reviendra. Tout se passe comme si les auteurs grecs et latins avaient recueilli et transposé des légendes traditionnelles véhiculées oralement par les Gaulois eux-mêmes. Et quand Tite-Live raconte la mort du consul Postumius, en moins 206, posthume, dans une forêt de la Cisalpine, par suite d'un stratagème des Gaulois qui avaient scié tous les troncs d'arbres, les laissant sur place et les abattant ensemble sur l'armée romaine, il ne fait que reprendre une fable bien connue en Irlande et au pays de Galles, le thème des guerriers métamorphosés en arbres pour lutter contre leurs ennemis. À ce niveau, il ne s'agit plus de coïncidence, mais bel et bien d'emprunt des historiens classiques aux légendaires celtiques. Non, ça on n'écoute pas parce que moi je pense qu'à l'époque c'était tellement compliqué d'écrire un livre, ils n'avaient pas le temps de mettre des conneries. De telles histoires fantastiques ne sont d'ailleurs pas sans intérêt car elles témoignent du prestige des Celtes dans l'Antiquité classique et de la fascination qu'ils ont exercée sur les populations méditerranéennes. La force physique qu'on leur attribue, l'étrangeté de leur caractère, les pouvoirs quasi magiques dont on croit qu'ils disposent, tout cela vient du fait que les peuples celtes se présentaient comme différents des peuples de la Méditerranée. Pour les Grecs, ce sont évidemment des barbares,
Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ce terme n'a aucune connotation méprisante et ne constitue pas un jugement de valeur quant aux peuples qui sont ainsi qualifiés. Mais il semble que dès le début de la période historique, les auteurs grecs, ne possédant aucune information sérieuse sur les Celtes, se soient laissés aller à rêver sur eux. Au 5e siècle avant notre ère, Hécatée de Milet et Hérodote ne sont pas sans les connaître, mais les quelques renseignements qu'ils fournissent sont très suspects. C'est d'ailleurs l'époque où va circuler l'étrange légende selon laquelle les Celtes sont des hyperboréens. Or, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. En fait, il fait assez sec, froid, et là je mets le chauffage et j'ai l'impression que l'air se... Peut-être que je suis mal positionnée, je sais pas. J'ai la gorge sèche. Ou peut-être que je suis en train de tomber malade. Mais c'est pas grave. C'est d'ailleurs l'époque où va circuler sur les hyperboréens. Or, dans la tradition hellénique, les hyperboréens sont des êtres mystérieux qui peuplent les régions du nord, dans un pays étrange, où le soleil ne se couche jamais vraiment, et où se trouve un pays paradisiaque, la fameuse oasis boréale qui a tant excité les imaginations. Bah pourquoi pas, why not, hein. En dehors du fait que les hyperboréens sont la vision un peu floue des gens qui vivent dans la neige et la glace avec toute la mythologie qui s'accroche à ces conditions de vie, l'assimilation des Celtes avec ces peuples fabuleux démontre avec éloquence que les Celtes étaient reconnus comme des Nordiques. On voit aussi à la même époque la confusion des Celtes avec les Germains, dans un grand ensemble qui domine les rivages de la Baltique et les plaines de l'os de l'Europe centrale. C'est la reconnaissance du lieu d'origine des Celtes, et il faut peut-être en conclure que les Celtes ont été parmi les derniers à quitter l'habitat primitif de ce conglomérat indo-européen qui a précédé la différenciation par voie d'émigration. Une autre légende concerne l'assimilation des Celtes avec les Cimmériens, dont parle Homère dans l'Odyssée, et qui ont également provoqué bien des délires de la part des poètes. Et là, cette légende, appuyée sur de curieuses homophonies, s'est perpétuée très tard, se matérialisant même au XIXe siècle dans certains ouvrages pseudo-scientifiques, manifestement inspirés par ce qu'on a appelé la celtomanie et qui consistait à voir les Celtes partout dans le monde. Il faut dire aussi que la tradition orale, le fait de ne pas écrire, n'est pas anodin. On en reparlera plus tard. Mais c'est un petit peu... Bon non, je peux pas en parler maintenant, on va aller trop loin. Mais bon, faut bien retenir que quand même la tradition orale qui refuse l'écrit, ça vient pas de nulle part, quand même. Les Cimmériens de l'Odyssée et de la tradition hellénique sont assez vagues. Cependant, comme ils vivent dans des pays où la nuit est éternelle et où il y a partout du brouillard, ils paraissent être le doublé hivernal des hyperboréens, bien que certains les aient localisés sur les rives de la mer Noire, du côté de la Crimée. Cimbre, peuple parfaitement historique, celui-là, certainement germanique, mais qui porte un nom celtique, que d'aucuns ont cru faussement reconnaître au Moyen-Âge dans l'appellation que se donnèrent les Gallois, Kimri, d'un ancien comme Brog, qui veut dire du même pays. Tout cela est le résultat de ce que raconte Posidonios et qui a été repris dans Strabon. Par une sorte de syncrétisme, bien dans le ton de l'époque, il s'agissait de montrer l'identité des fabuleux Cimmériens d'Homère et des Cimmériens de la mer Noire, en réalité des Thraces ou des Tochariens, pas sûr, ceux que les inscriptions assyriennes désignent sous le nom de Gimikaï.
Bah, c'est les Scythes, non? Et puis, cela permettait d'étendre le domaine des mystérieux Celtes vers l'Orient et de leur faire faire la jonction avec les Scythes. Car il a existé chez les anciens Grecs le sentiment d'une certaine unité, du moins d'origine, entre les Celtes et les Scythes. Ce qui est fort probable, moi je pense. Des steppes de l'Asie centrale. Plus tard, à leur époque historicisante, au XIIe siècle, les Irlandais, qui ont le nom générique de Scoti, ne manquaient pas de faire le rapprochement entre eux et les Scythes, afin de se trouver des racines orientales. Encore une fois, tout cela n'est que rêverie, sur des noms offrant une vague ressemblance, mais un problème demeure en suspens à propos du rapport possible des Scythes avec les Celtes. Ils sont les uns et les autres classés parmi les Indo-Européens. Mais si l'art celtique authentique, celui qui n'a pas encore subi les influences grecques et latines, n'a rien de commun avec l'art méditerranéen, ni même avec l'art germanique, il offre par contre des ressemblances étonnantes avec l'art des Scythes, notamment en ce qui concerne le travail du métal, les objets de décoration, les broches et fibules, les bijoux et les ornements des chevaux ont une parenté saisissante. Et surtout, l'objet d'art qui présente le meilleur condensé de la mythologie celtique en images gravées, le fameux chaudron de Gundestrup, conservé au musée de Copenhague, et qui est vraiment d'esprit celtique, et d'une technique tout à fait comparable à celle de l'art des steppes. Y a-t-il eu influence? Peut-être, mais il resterait à savoir dans quel sens s'est opérée cette influence. Bah déjà, les Scythes, ils arrivaient pas, aucun empire n'arrivait à les indexer. Et je pense qu'on peut dire que et Celtes, ce qui n'est pas indexable. Bon, ça c'est moi qui le dis. Hein. Donc, peut-être, mais il reste à savoir dans quel sens s'est opérée cette influence, car à force de tout faire venir d'Orient, on en est venu à ignorer l'existence de cultures occidentales spécifiques. Ou alors, je suis d'accord, ou alors faudrait-il envisager une origine commune des Celtes et des Scythes? Il y a certes, comme l'a démontré Georges Dumézil, des points de concordance exceptionnels entre l'épopée irlandaise et l'épopée des peuples du Caucase et des steppes, descendants des Scythes, mais cela ne va pas plus loin que le creuset commun indo-européen. Et nous n'avons aucune preuve de la parenté étroite entre ces deux peuples. Par contre, l'origine commune des Celtes et des Latins, en dépit de l'apparence contraire, due en grande partie à la différenciation qui s'est produite entre eux très tôt, est dans le domaine non seulement du possible, mais du probable. Alternativement attestée puis mise en doute, l'existence d'un groupe primitif italo-celtique, du moins au point de vue linguistique, constitue un dossier de travail intéressant, et les arguments ne manquent pas en faveur de cette hypothèse. Quand on examine la facilité avec laquelle s'est opérée l'invasion de la langue latine, dans un territoire où la langue gauloise était solidement implantée, il est permis de se poser quelques questions. La victoire des Romains et par la suite le christianisme triomphant n'expliquent pas tout, et il serait possible d'envisager non pas une domination de la langue latine, mais la fusion de celle-ci avec la langue gauloise, cette fusion ayant provoqué l'éclosion d'une nouvelle langue. Il faut savoir que, que le gaulois, la langue gauloise, est plus ancienne que le latin, et que la langue d'oc est plus ancienne que le latin. Et que la langue d'oc, donc l'occitan, ressemble au latin. C'est-à-dire que le latin vient de la langue d'oc et pas l'inverse. Attention. Non, c'est important, hein, parce que des fois on en entend des aberrations. Il y a des gens qui pensent que la langue d'oc, que l'occitan vient du latin, mais c'est faux.
Donc là, il se mélange un peu les pinceaux, le pépère. Euh, Plus il dit la facilité avec laquelle s'est opérée l'invasion de la langue latine, c'est faux. C'est qui parlait latin en Gaule? Les chefs. Le peuple, il parlait pas latin, faut arrêter de déconner. Hein. Alors, pour que cette fusion ait pu s'opérer, il fallait qu'il y eut de sérieuses ressemblances entre les deux langues, en particulier en ce qui concerne le vocabulaire. Mais pour résoudre vraiment le problème, il serait nécessaire de reprendre à la base l'étude étymologique du vocabulaire français en éliminant le parti pris selon lequel tous les mots français, ou presque tous, proviennent du latin. Merci. Comment elle est chiante. Bon, il reste quelques pages, après je fais une pause. Attendez, je regarde un petit peu où on en est parce qu'il faut que je bouffe aussi. Ouais, je vais quand même vous lire le premier chapitre. Hein. Parce que là, bon, bah, c'est l'introduction, ça parle pas vraiment de Vercingétorix. Mais bon, c'est quand même important de l'écouter. Mais ça va, Popo, t'as raison. Et puis, il existe aussi des points d'histoire qui montrent une certaine concomitance entre les Romains et les Celtes. La Gaule du 1er siècle avant notre ère, hein, que nous connaissons mieux parce que les témoignages sont assez nombreux, est dans un état évolutif qui n'est pas sans rapport avec ce qui se passe en Italie. D'autre part, au début de la guerre des Gaules, les Gaulois se sont trouvés face à deux dangers, le danger germanique et le danger romain. Or, presque tous les Gaulois, à de rares exceptions près, et pour des motivations précises, ont choisi les Romains contre les Germains. Ce fait devrait suffire pour affirmer qu'il y avait, sinon le souvenir d'une unité primitive, il y avait le commerce, déjà. Du moins le sentiment que la civilisation romaine et la civilisation gauloise, en dépit de points de désaccord fondamentaux, pouvaient, puisqu'il fallait choisir le moindre mal, à la rigueur s'accorder. Mais en vérité, les Romains laissaient aux provinces, donc aux États conquis, la liberté de culte et de culture. Donc déjà, il dit n'importe quoi là, sur ce coup. Tu vas pas, si tu as le choix entre choisir entre des gens qui vont t'imposer leur langue et leur dogme et des gens qui vont pas te l'imposer, tu vas choisir les gens qui vont pas te l'imposer. Là, pas bien. Non, mais là, il dit n'importe quoi. Le problème est cependant fort complexe. En même temps, il a écrit ça en 1900, je sais pas, dans les années 60. Le problème est cependant fort complexe. Si les rapports linguistiques semblent évidents entre les Celtes et les Latins, il s'agit surtout de vocabulaire, car la syntaxe paraît différente pour ne pas dire opposée. D'autre part, la fameuse transformation en P du Q, indo-européen, caractéristique des langues brittoniques, ne se retrouve pas en latin. Pour dire 5, les latins disent quinque, alors que les Gaulois disent l'équivalent du breton pemp. Mais les Irlandais coic. Or, certains dialectes helléniques portent les traces de cette transformation. Pour dire 5, par exemple, le grec classique utilise pente. Par ailleurs, la syntaxe grecque, plus souple que la latine, a des points communs avec les langues celtiques. Est-ce à dire que les Grecs seraient en définitive plus proches des Celtes que des Latins? Mais les Grecs sont des Celtes. Ah. D'après tous les témoignages, lorsque les Gaulois, qui n'avaient pas d'écriture pour des raisons religieuses, philosophiques et pédagogiques, se trouvaient dans l'obligation d'écrire à l'occasion de traités ou d'échanges commerciaux, non, les Grecs ont été celtisés. Pardon. Ils utilisaient l'alphabet grec. Cela tient peut-être au fait que les marchands grecs furent les premiers méditerranéens à parcourir activement l'empire celtique. Cela tient peut-être aussi du fait que les contacts entre Celtes, surtout danubiens et grecs, ont été anciens et fréquents.
et il n'est pas sans intérêt de remarquer une similitude politique entre eux, et pas que religieuse. Donc là, c'est illustré. Il y a des illustrations, donc je vais vous dire ce que c'est. Reconstitution des travaux romains à Alésia. En haut. Et en bas, c'est four à métaux de l'oppidum d'Entremont, près d'Aix-en-Provence. Hop. Hop. En effet, la coutume celtique de privilégier le peuple, la fameuse tuat irlandaise, qui est une entité absolue, détenteur réel du pouvoir et pratiquant une véritable autogestion, n'est pas sans rappeler l'organisation de la police grecque. L'Empire celtique était constitué d'une multitude de peuples indépendants, les uns des autres, se faisant volontiers la guerre pour les motifs les plus divers, ayant leur propre monnaie, leur propre druide, leur propre roi, et ne reconnaissant en aucune façon la suprématie d'un groupe ou d'une personne, sauf en cas de crise ou de nécessité. Le monde grec, lui, était formé de nombreuses cités, parfaitement indépendantes, avec leurs coutumes et leur personnel politique, se faisant également la guerre et s'ignorant en temps de paix. L'analogie est frappante. La seule différence est que l'organisation grecque est urbaine, liée indiscutablement à l'existence matérielle d'une ville, d'une cité. Tandis que l'organisation celtique est rurale, les villes étant chez eux inexistantes, ou simplement des oppidas, occupés seulement en temps de guerre pour se protéger temporairement. Des châteaux, quoi. Face à tout cela, l'organisation... D'ailleurs, ils se trompent un peu, parce qu'on pense que les oppidas, qui sont l'ancêtre des châteaux, en fait, étaient inoccupés, mais pas forcément. C'est parce qu'il y avait des bâtiments en bois qu'on n'a pas retrouvés. Mais bon. Bien sûr qu'ils étaient occupés. Comme les châteaux le sont. Face à tout cela, l'organisation romaine, à partir de l'URPS, par excellence, qu'est Rome, paraît singulièrement hiérarchisée autour d'un seul et unique centre d'où partent les forces unitaires, le pouvoir politique, en un mot, la planification. C'est précisément pour cela qu'il ne faut pas tomber dans le piège des idées toutes faites. On a tendance à ne voir les Romains que sous l'aspect qu'ils revêtent à la fin de la République et au début de l'Empire. Mais les Romains ne sont pas des Latins. Ce sont différents peuples, Osques, Ombriens, Sabins en particulier, qui sont tombés sous la domination des habitants du Latium, et chez qui l'influence étrusque a été déterminante quant à leur évolution. Après tout, le monde romain, du moins dans la péninsule italienne, a peut-être été, aux époques les plus lointaines, un conglomérat de peuples vivants repliés sur eux-mêmes, à l'image des Grecs et des Celtes. C'est pourquoi il faut examiner avec prudence les ressemblances et les différences que présentent les Celtes, les Grecs, les Latins et aussi les Germains, tous indo-européens, et surtout les examiner selon les époques. Le fameux empire celtique, nous l'avons dit, n'offre aucune unité véritable. Chacun des peuples qui le constituent a évolué selon ses propres critères et en fonction des contacts avec les peuples voisins. Bon, je crois que les Celtes, c'est une attitude aussi. Ouais, c'est anarchiste. Alors, il serait vain de prétendre par exemple que les Galates, les Gaulois et les Irlandais vivaient au même moment, exactement de la même façon. Il y a des rois en Galatie et en Irlande au 1er siècle avant notre ère. Il n'y en a plus en Gaule, à 2 ou 3 exceptions près. Les Galates sont des guerriers redoutables qui servent de mercenaires aux royaumes voisins. Les Gaulois auront du mal à constituer des troupes cohérentes en face des légions romaines. Les Irlandais et les Bretons sont également des guerriers, mais beaucoup plus occupés à se faire la guerre entre eux qu'à aider les autres ou entreprendre des guerres de conquête. Les Irlandais sont avant tout des éleveurs de troupeaux. Les Gaulois sont des agriculteurs et des artisans. Ces différences expliquent que le sort de tous les peuples celtes ne sera pas identique. 13 siècles plus tard,
L'Irlande vivra sur ce même rythme et dans le cadre spécifique des institutions celtiques primitives, alors que la Gaule, englobée dans un tout autre contexte, sera devenue un État au sens moderne du mot, presque la France d'aujourd'hui. C'est donc la Gaule des années 60 avant JC qui sert de cadre à l'épopée de Vercingétorix. C'est une Gaule bien délimitée, habitée par des peuples qui ont pris depuis longtemps, du moins pour la plupart, des habitudes sédentaires. C'est une Gaule agricole et artisanale, dotée d'institutions spécifiques, qui nous apparaît à travers les différents textes historiques qui concernent les événements de ces années. Il y a déjà plus d'un siècle que l'Empire celtique s'est dissous. Dans l'Europe centrale, seuls subsistent quelques îlots dispersés de Celtes. Certes, le royaume des Galates est solidement implanté sur le plateau d'Anatolie, mais il participe de plus en plus activement aux turbulences du monde hellénistique, et il est coupé de tout contact avec les Gaulois. Ah bon? Je n'en suis pas sûre. L'Irlande continue à vivre en autarcie à peu près complète. L'île de Bretagne, par contre, entretient des liens très étroits avec la Gaule, mais cette Gaule, elle est déjà réduite. La Cisalpine est assimilée par les Romains, et tout le sud, c'est la Provincia, ou Narbonnaise. Si elle n'est pas entièrement romanisée, peu s'en faut. Elle est soumise et quadrillée par les Romains, qui voient en elle le garant de la sécurité de la route d'Espagne. Et bien que les allobroges du Dauphiné soient des vassaux turbulents et toujours prêts à se révolter, la Provincia remonte jusqu'au lac Léman. Genève est un bastion au cœur même de la Gaule celtique, en fait le point d'où partira la conquête romaine. D'un côté, des forces militaires patiemment organisées. De l'autre, des guerriers valeureux qui prennent les armes lors des levées en masse nécessitées par les circonstances. Il est facile de juger et de décréter arbitrairement que les Romains avaient une organisation tandis que les Gaulois n'en avaient pas. Il s'agit d'une différence fondamentale de société. Cela dit, je ne sais pas si vous avez lu La guerre des Gaules, moi je l'ai lu. Bon, je m'en souviens plus, il faudrait que je la relise. Mais par contre, je me souviens quand même que Jules César explique que c'était pas facile de gagner, que c'est parce qu'il a, il n'aurait pas gagné si certains chefs n'avaient pas trahi les leurs, chefs gaulois. C'est en soudoyant les chefs gaulois qu'il a gagné, hein. C'est pas par les armes en vérité. Depuis près d'un siècle, Rome possédait une armée de métier, solidement entraînée et encadrée, et cette armée ne servait pas seulement à assurer la sécurité de l'État romain, elle était l'atout majeur de certains chefs ambitieux qui bâtissaient sur elle leur pouvoir politique. Pour exemple, il suffit de citer les noms de Marius, de Sylla, de Pompée et de César lui-même. Mais en même temps, chez les Gaulois, on voyait déjà apparaître la conception démocratique d'une armée populaire, comme ce sera le cas pendant la Révolution française, au pire moment de la lutte entre la France républicaine et les monarchies européennes. Zéro comparaison entre les deux. Chacune de ces deux conceptions a ses avantages et ses inconvénients. Et le résultat de l'affrontement dépend du rapport de force. Les armées françaises de l'an 2 ont réussi à contenir les forces oppressives qui ne s'attendaient pas à ce que des soldats de fortune en haillons leur infligent de tels revers. Les troupes hétéroclites que Vercingétorix essayait de commander, avec beaucoup de difficultés, ont été à deux doigts de faire subir une défaite retentissante à l'armée la mieux entraînée du monde. Quelques fausses manœuvres ont renversé la situation. Cela ne prouve aucunement que le système gaulois fut inférieur au système romain. Le jeu qui va se jouer par soldats interposés est d'ailleurs un jeu étrange, qui dépasse de loin l'appétit de conquête du peuple romain et la farouche volonté d'indépendance des peuples gaulois. Dans ces années 60 avant notre ère, les sociétés, la gauloise aussi bien que la romaine, sont en pleine évolution, en pleine mutation et sécrètent leurs personnages d'avant-scène
leur figure de proue. Il faut savoir que la guerre a été déclarée pour une engueulade au sujet de la bière. De chaque côté, deux personnalités d'une folle ambition vont s'affronter, incarnant, chacune à sa façon, une mentalité collective. De chaque côté, deux chefs de génie veulent devenir rois, Vercingétorix et César, et ils ne se contenteront pas du trône d'une petite nation. Ils voient grand, ils font tout pour imposer leur puissance. Il n'y aura ni bourreau ni victime, seulement un vainqueur et un vaincu. Mais en définitive, tous deux seront victimes d'avoir voulu être rois. Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt. En vérité, je reviens tout à l'heure parce que je veux connaître la suite. Je mange et je reviens.